BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi, Jean-François Filiatre est en duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. En ligne avec nous depuis Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ? 200 milliards, tel est le surcroît d'épargne durant ces périodes de Covid estimé par la Banque de France. Alors tout le monde se dit miam miam, diantre, que faire de cet argent? La gauche nous dit c'est les riches qui l'ont accumulé, il faut le taxer. Éric Woerth, le président de la Commission des finances, nous dit qu'il faut créer un livret C. Le gouvernement réfléchit à encourager les transmissions. Et je ne vous le cache pas, moi ce débat sur ces 200 milliards, il m'horripile au plus haut point. Pourquoi? Parce qu'il me montre, me semble-t-il, le pire exemple, celui qu'il ne faut pas suivre. Ce sont les politiques que vous avez en ligne de mire ? En fait, pas seulement c'est la méthode, c'est une façon de raisonner. Je vais prendre un autre exemple. Vous bossez dans une entreprise pour des raisons diverses en fin d'année, alors qu'on est au mois de décembre et que la fin d'année approche, vous n'avez pas bouffé tout votre budget. Eh bien, que faire? On pourrait dire, bon, mais très bien, on laisse comme ça fera un peu plus de résultats prévus cette année et a priori, c'est pas idiot. Sauf que dans la réalité, il y a une logique beaucoup plus intelligente qui est appliquée. Cette logique, c'est quoi? C'est qu'on sait que si jamais on n'a pas consommé son budget cette année, c'est-à-dire qu'on est à 90, eh bien on n'aura pas la possibilité l'année prochaine de revenir à un budget à 100. Et que votre bonne raison, eh bien, elle n'apparaîtra pas dans le tableau Excel qu'ont les décideurs. Donc, d'urgence, qu'est-ce que vous faites? Vous cramez votre budget. Il y a donc une sorte d'idée que le passé est acquis et que ensuite on ne va travailler que sur des variations. Et d'ailleurs, au passage, c'est comme ça que fonctionne un peu le budget de l'État. Ok, mais je vois pas le rapport avec les épargnants. Alors, deux sujets. Premier sujet, d'abord, c'est le sujet macro sur l'épargne. On est en train de dire qu'est-ce que les Français doivent faire de leur argent dans l'intérêt du système. Bref, on pense système d'abord et individu ensuite. Alors ça nous mène à quoi? Ça nous mène, il y a de cela quelques années, à encourager développer le fonds en euros, avant de finir par dire finalement on va pas donner le rendement aux épargnants parce qu'il faut bien protéger les assureurs d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Ça nous amène vers les FCPI avant de dire quelques années plus tard que quand même les gestionnaires se goinfrent. Et puis plus récemment, ça nous amène à l'épargne retraite en imposant peu ou prou la façon d'investir, au risque de finir d'ici quelques années en disant c'est pas bon, un peu comme on l'a fait d'ailleurs dans le secteur automobile avec le diesel. Voyez-vous, je pense que ce serait beaucoup plus efficace de dire quel est l'intérêt des individus et comment on peut l'exploiter d'un point de vue macroéconomique. Secondo, on nous saoule avec ces 200 milliards. Moi, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il faut être vigilant entre le principal et l'accessoire. Ça veut dire, principal et accessoire, ça veut dire distinguer finalement l'essentiel du reste? C'est exactement ça. Je vais pouvoir prendre un exemple. Le prêt immobilier, par exemple. Avec la baisse des taux d'intérêt, on s'est retrouvé dans des situations où l'assurance coûtait plus cher que le crédit. Quand même, à la base, un client est souscrit à un prêt. C'est donc ça le principal. L'accessoire, c'est l'assurance. Quand l'assurance devient plus chère que le crédit, ne faut-il pas s'interroger d'une part sur son prix et puis d'autre part un peu sur son caractère obligatoire? Parce qu'en réalité, elle protège qui, l'assurance? En fait, elle protège le banquier, sachant que ce dernier est déjà couvert par la caution ou l'hypothèque. Alors bien sûr, s'il s'agit de faire des marges déguisées, j'ai rien à dire. Cédric, j'ai une question pour vous. À combien s'élève le patrimoine financier des ménages? De mémoire, 5 000 milliards Ok, parfait. Donc d'un côté, 5 000 milliards d'épargne financière et de l'autre côté, 200 milliards d'épargne Covid. Question, où est le principal, où est l'accessoire? Bon, assurément, il y a plus de stock que de flux, donc le patrimoine accumulé est plus important. Alors, message à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs, soyez plus sérieux que le ministère ou les entreprises dans votre mode de fonctionnement. Au lieu de vous poser la question aujourd'hui, j'ai 10 000 € à placer, quelle est la meilleure solution? Commencez donc par vous interroger sur ce que vous avez. Cédric, nous sommes le 11 mars, est-ce que vous avez fait votre bilan patrimonial? Non, je dois confesser que non, je manque un petit peu de temps peut-être. Bon, alors message à tous, le couvre-feu à 18h, c'est, je l'avoue, de plus en plus dur. D'autant que les jours rallongent. Donc profitez donc de cette phase pour prendre le temps de réfléchir à votre situation patrimoniale. Alors en théorie, en pratique, vous voyez, en cette date, vous devez avoir reçu ou récupéré sur vos espaces clients sur Internet tous les revenus de vos placements au 31 décembre. Donc faites
le bilan de votre patrimoine avec la liste des placements détenus et le montant correspondant. Oui, ça c'est votre dada que vous défendiez à l'époque. Chacun devrait, concerné ou pas, faire une sorte de déclaration ISF chaque année. Oui, et voyez-vous, ça a un premier effet positif, ça permet de classer ces papiers et de les avoir rapidement sous la main si demain on a besoin de les récupérer pour avoir une information. Et puis surtout, Cédric, ça ne permet de ne rien oublier dans le temps. Pourquoi? Parce que si vous avez un parcours professionnel varié, eh bien, si vous ne vous livrez pas à cet exercice de mémoire, je crains fort qu'un jour, il vous arrive que vous retrouviez votre vieil article 83 ou votre épargne salariale à la Caisse des dépôts pour cause de déshérence. Bon, si on fait son bilan, comme vous nous le recommandez, qu'est-ce qu'il faut chercher? Alors, chacun peut avoir son approche. Prenons le cas, moi, ma recommandation, par exemple, sur quelqu'un qui est actif et qui est donc en phase de constitution de capital. Moi, j'aime bien, en comparant les deux photos annuelles, regarder, d'une part, combien on est arrivé à mettre de côté. Deuxième chose importante à regarder, c'est combien mon patrimoine m'a rapporté. Et là, franchement, je ne m'amuse pas à distinguer les revenus des plus-values. Je fais une approche globale, d'où par exemple ma préférence pour le PEA par rapport à un compte titre ou encore la dissociation entre la banque qui va gérer mes comptes courants et les établissements financiers où je vais avoir mes placements. Alors, outre l'intérêt en termes de garantie, parce qu'on multiplie les fonds de garantie, il y a un autre intérêt pratique, c'est de vous faire gagner du temps dans cet exercice, parce qu'il n'y a pas de confusion entre les comptes. Alors, on va être honnête, cet exercice, il n'est pas passionnant, alors autant essayer de faire les choses le plus simple possible pour se limiter à cette épreuve. Donc vous voulez qu'on se tape un bilan patrimonial pour savoir combien on a gagné et combien on a mis de côté? Oui, mais aussi ce bilan, il a pour vocation à évaluer votre prise de risque. Alors, sur vos placements sans risque, globalement, moi je considère qu'on ne peut pas perdre, même si en pratique, c'est plus vrai sur le fonds en euros. Et d'ailleurs, Marché Gagnant vous dit comment, en regardant votre contrat, vous allez pouvoir savoir si vous pouvez perdre ou si vous ne pouvez pas perdre sur votre fonds en euros. Mais si j'assume ce risque zéro sur le produit, je rappelle quand même que je ne prends pas en compte un risque qui existe, c'est le risque de faillite de l'établissement. Alors, sur les placements à risque, bon, on peut affecter un coefficient. Nous, la règle à Marché Gagnant, c'est de dire que quand on a des actions, le coefficient qu'on doit mettre, c'est qu'on peut perdre 39%. D'ailleurs, je vous laisse faire le test sur le site Marché Gagnant pour savoir combien d'actions vous pouvez avoir en portefeuille. Ça vous donnera l'occasion de voir s'il faut faire, par exemple, des arbitrages. Enfin, Jean-François, vous commencez en critiquant l'approche macro et puis vous terminez en nous disant qu'il faut faire une analyse macro. Alors, je vous propose de mêler la macro et le micro. Pourquoi? Parce que, en pratique, vous savez, les portefeuilles des ménages se construisent un peu comme un millefeuille. Pourquoi? À chaque fois qu'on se pose la question, j'ai 1000 € à faire, qu'en faire? Eh bien, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on souscrit l'opportunité du moment. Alors, vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ainsi, vous avez un patrimoine qui regorge d'opportunités. Sauf qu'en pratique, on ne s'intéresse jamais aux anciens placements. Alors, soit on dort dessus. Alors, en assurance vie, par exemple, on nous vante les capacités d'arbitrage. Mais regardez le volume des arbitrages en assurance vie, franchement, c'est que dalle. Soit les vieux placements, on les égouille, sous prétexte qu'il y a de nouvelles opportunités, et il y a en revanche une hypothèse que l'on néglige toujours. Laquelle? Eh bien, qu'un vieux placement puisse être une opportunité. C'est-à-dire? Alors, par exemple, les vieux PEL peuvent être des opportunités. Moi, je trouve que les vieux PEP sont également des opportunités. Donc, globalement, moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui sur ce fameux flux exceptionnel de 200 milliards, c'est qu'il faut qu'on arrête de faire des fixettes sur les flux de l'instant T. Vous savez, vous connaissez le dicton, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, c'est une erreur en termes de gestion patrimoniale de se soucier seulement de l'argent que l'on a placé. Tout comme d'ailleurs sur la mesure de performance, il faut partir d'une approche globale en regardant tout, ce que vous avez déjà et ce que vous avez à placer. Vous verrez, Cédric, ça change complètement l'approche. Pourquoi? Souvent parce qu'avec cette approche, on va utiliser nos nouveaux flux pour corriger notre allocation en privilégiant souvent des anciens produits au détriment des nouveaux, des nouvelles opportunités. Mais ça va pas plaire aux banquiers. Hein. Et vous avez tout compris. Jean-François Filiatre, on se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs.